Allez, c'est parti pour un petit essai pour le Twitch. Ranger nain de Bugman, chronique d'unité Warhammer. Par Randin Longbeard. Faisons un voyage dans l'histoire. Donc Eric Seri, il a fait Rambling Longbeard. Il a une chaîne Medium. Alors c'est un média un peu particulier parce que ça permet notamment d'avoir des ressources financières plus facilement en demandant des crédits. Alors je n'ai pas trop compris. Enfin vous verrez dans l'article, il n'arrête pas de demander. Bon, si vous avez quelques euros, moi je le ferai sûrement un jour. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Je me contente de relire ses articles et de faire des commentaires. C'est sûr que c'est sûrement pas ce qu'il désire. Lui, il aimerait. Il veut aux États-Unis. Il n'est pas américain natif, mais euh, il aimerait à terme obtenir des figurines facilement. Alors peut-être que l'idée, ce sera d'envoyer une sorte soit de la contrefaçon. Bon, ça faut pas trop le dire, mais enfin voilà, des impressions 3D, des choses qui pèsent pas cher, qui pèsent pas et du coup et qui peuvent être envoyées par lettre facilement. Et peut-être que ça lui fera plaisir. Je ne sais pas actuellement, on verra. Peut-être que c'est un collectionneur qui veut des figurines officielles, tout ça, tout ça. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas. Aujourd'hui, de nos jours, c'est des choses qui finalement n'ont pas trop d'importance de mon point de vue. Ce qui est important, c'est ce qui reste, c'est la sculpture, c'est le design, c'est des choses comme ça. Mais revenons-en à nos affaires. Du maître brasseur le plus célèbre de Warhammer et de sa bande de Rangers Vengeurs. Je tiens à remercier Benoît Dredax pour son aide précieuse dans la rédaction de plusieurs de mes articles, ainsi que tous les lecteurs qui m'ont fait part de leurs commentaires et, plus particulièrement, ceux qui ont généreusement fait des dons et m'ont soutenu concrètement dans la rédaction de ces articles. Donc voilà. Donc première chose, il est gentil, il fait une petite formule de remerciement. Une petite illustration que je lui ai agrandie qui vient qui est de John Blanche. Hein. Il a mis Tony Ackland, mais c'est une erreur à mon avis. C'est probablement plutôt John Blanche et c'est sûrement pas Nick Bibi. Je dirais ça à partir au vu des petits traits qui sont derrière, qui sont plutôt et puis des symboles qui sont plutôt l'œuvre d'un John Blanche. Donc c'est tiré de Forces of Fantasy de 1984, mars 1984. Donc le supplément d'armée pour la première édition de Warhammer. Cette illustration, on la retrouve aussi dans les trucs de pub du White Dwarf. Voilà, c'est ce que je l'avais précisé. White Dwarf 49 de janvier 84. Voilà, donc écoutez, si vous voulez faire un don, n'hésitez pas. J'apprécie énormément tout cela. Veuillez noter que, malgré le titre de l'article, je traiterai également des Rangers nains génériques des éditions ultérieures. Cette fois, l'introduction sera très courte, car il y a encore beaucoup à dire dans cet article, Bugman et sa bande de Rangers étant une autre unité vénérable dont l'histoire remonte à la première année de Warhammer Fantasy. Donc l'idée c'est de pouvoir parler des Rangers, du concept de Ranger et de Bugman et de ces Rangers qui sont à l'origine finalement du concept de nains qui se baladent dans la brousse, hein, dans la nature. Habituellement, dans l'introduction, j'essaie d'analyser les inspirations historiques et mythiques du type d'unité que je présente, mais dans ce cas précis, je pense que ces inspirations sont assez évidentes, et il n'est donc pas très utile de les détailler. À moins qu'un personnage viking historique ou légendaire ne m'échappe, je pense que les Rangers de Bugman s'inspirent simplement de l'archétype des vikings pillards, et notamment de leur affinité bien connue pour la bière. Les Rangers nains génériques ultérieurs sont simplement basés sur les Rangers de Bugman, car dans les premières éditions, seul le régiment de renommée était présent. Les Rangers nains génériques n'ont été introduits que dans la 6e édition du jeu, on pouvait déjà les jouer avant. Donc effectivement, c'est pas déconnant ce qu'il dit, hein. L'aspect bière qui est mis en avant. Après, c'est une brasserie dans l'Empire, donc il y avait bien déjà l'idée, dès le Bugman, dès la première édition du Régiment de Renom, que même si c'était pas forcément précisé, mais bon, il avait un nom impérial, Joseph, et je sais plus d'ailleurs le nom de le premier nom qu'il y avait, bon, peu importe, et Samuel, je crois. Et en fait, on a cette idée potentiellement de nains expatriés, déjà de nain qui ne fait plus partie ou qui n'est pas dans la citadelle en tout cas, qui n'est pas dans la forteresse même. Donc ouais.
les articles précédents sur les unités naines, les 3 premières éditions de Warhammer Fantasy avaient 2 types distincts de nains, les nains impériaux et les nains nordiques, donc introduire une unité. Alors, les nains impériaux, en français, ce serait plutôt donc Imperial Dwarfs en anglais, Imperial Dwarf, ça serait plutôt nains impérialistes, nains royalistes, les ultras en fait, ceux de Karak Ungor et de Karak Kadrin. Ce sont vraiment les nains, par exemple, les, le régiment de renom des princes dragons d'Ultère, Pendragon, là, la compagnie Dragon, merci, sont des nains impérialistes. En gros, c'est des nains qui avaient la haine du chaos, en 8ème édition, ce serait les nains qui ont réussi leur jet de haine en début de partie, qui fait qu'ils ont la haine de tout le monde. Voilà, ils peuvent plus bérer tout le monde. En gros, chaque détail est chaque élément est quelque chose pour dire que c'est à cause de ça que l'Empire nain va mal. Donc voilà, c'est pas nain impériaux dans le sens nain qui vit dans l'Empire humain. Le caractère fortement imprégné des archétypes vikings était un bon moyen de vraiment montrer le caractère des nains nordiques. Bugman et ses rangers incarnent clairement la plupart des éléments principaux d'un nain Warhammer, comme apprécier la bière. Rancune, entêtement, résilience, haine des peaux vertes, etc. À la grande exception près qu'ils aiment parcourir la nature et privilégient un type de guerre mobile. Certes, les nains impériaux partagent ces traits, mais ils manquent de l'esprit de raid et, visuellement, du style nordique. Oui, pour le coup, les nains impériaux, effectivement, ils avaient un look qui était plus médiéval. Un peu comme les nains classiques qui sont sortis notamment en Marauder Miniatures. Mais je partage pas totalement son analyse les Rangers sont un équivalent des nains nordiques, des Vikings. Bon, tous les nains en général ont cet aspect-là. Ah, c'était bien pourtant. Assez de préambule, commençons notre voyage à travers les années avec l'un des personnages les plus emblématiques du monde de Warhammer et l'unité qui descend de lui et de sa bande. Warhammer première édition, 1983. Joseph Bugman et ses... Alors juste pour la petite blague, 1983, effectivement c'est la première édition, et ce qui est assez rigolo, c'est que derrière la boîte blanche, on a un copyright qui date de 1982. Je pense qu'il est sorti au tout début 83, à Noël, Noël 82, des janvier 83. Et c'est vrai qu'il était prêt en 82, les copyrights disent bien ça. Une petite illustration que je lui ai améliorée, qui représente le régiment de renom et qui était disponible en fait dans le second Citadel Compendium de 84. Joyeux Ranger nain n'était pas inclus dans la toute première publication de Warhammer Fantasy, car il n'était pas mentionné dans le livre de règles original. Cependant, ils furent introduits moins d'un an après le lancement de Warhammer avec la deuxième publication de Warhammer, en mars 1984, Force of Fantasy. Force of Fantasy est le tout premier supplément de liste d'armées pour Warhammer. C'était un supplément indispensable, car la version originale ne comprenait aucune liste d'armées ni aucune méthode dédiée à leur création. Forces of Fantasy, donc que les joueurs de Warhammer The Old World reconnaîtront, puisque c'est le titre de leur supplément d'armée consacré aux forces du bien. Ça a été traduit les forces fantastiques au lieu des forces du fantastique. Peut-être que le du aurait été intéressant. Les forces, ou trouver quelque chose de plus joyeux comme traduction. C'est à l'origine d'un simple jeu de règles pour créer des batailles avec des figurines de D&D et autres jeux de rôle, une sorte de jeu de rôle avec des règles étendues pour le combat en groupe. La plupart des règles hors combat étant supprimées, de nombreuses règles purement de jeu de rôle étaient néanmoins incluses. Ce système fut rapidement étendu dans les compendiums Citadel et avec Force of Fantasy, ainsi que par la sortie de figurines exclusivement dédiées à Warhammer Fantasy. On pourrait affirmer que Warhammer est véritablement devenu un jeu de guerre après la sortie de Force of Fantasy, car il incluait des règles étendues pour le combat avec des unités et d'autres règles supplémentaires liées aux batailles de grande envergure, ainsi que les premières listes d'armées et d'autres extensions comme des objets magiques supplémentaires, etc. C'est surtout ça, hein. C'est surtout le dernier point à mon avis qui fait qu'on est rentré dans un jeu de bataille de masse, de bataille de patrouille en termes de nombre de figurines, parce qu'on avait des listes d'armées et un rapport
du style pas plus de tant d'unités, voilà. Et ça, c'est des limitations, des choses qui vont suivre Warhammer toute son existence. Et puis il y a une espèce de roster dans Forces of Fantasy, je sais pas si on voit un peu plus bas. Dommage, non, il l'a pas mis. Il l'a pas mis. Donc c'est un espèce de roster à la Blood Bowl où on voit des lignes avec les profils et voilà. Enfin les lignes de statistiques mais un peu plus développées sur on peut avoir un étendard, oui, non, des choses comme ça. On notera aussi qu'à cette époque, il n'y a pas de valeur de commandement. C'est un jet de dés classique qui varie en fait si tu es nain, humain ou elfe, je crois. Une histoire comme ça. Mais la caractéristique de commandement n'existe pas. C'est dommage que j'ai pas. Alors je pourrais vous montrer, mais si je fais ça, bon, non, je ne vais pas vous montrer. Je maîtrise pas assez l'outil. Certes, il était déjà possible de jouer des batailles de plus grande envergure avec les règles initiales, mais Force of Fantasy a rendu le jeu beaucoup plus pratique et clair, tout en élargissant la portée des règles pour les batailles fantastiques de masse. Force of Fantasy comprend une section consacrée au régiment de renommée, première version de ces unités spéciales au nom distinctif, qui inclut généralement un ou plusieurs personnages spéciaux utilisables exclusivement avec cette unité. Ces unités sont décrites comme ayant acquis une notoriété après de nombreuses batailles et sont devenues célèbres dans l'univers de Warhammer. Plus tard, ces unités seront appelées chiens de guerre ou unités mercenaires, bien que le terme régiment de renommée restera également d'usage. Et oui. Bon, là c'est un. Dogs of War, finalement, c'est un terme qui apparaît moins, qui est le nom du supplément de WFB5, de la 5e édition, traduit en français par mercenaire. Il me semble que dans le Armies et dans Ravening Zord, dans Warhammer Armies de la 3e édition et le Ravening Zord de la 2e, c'est écrit mercenary. Voilà. Regiments of Renom, donc c'est un terme qui va disparaître après la V1. Peut-être qu'il y a des régiments de renom qui sont en V2. Oui, si, oui, ça doit être. Oui, je dis des bêtises. En V3, il n'y a pas de régiment de renom à ma connaissance, et donc ça va réapparaître en V5. Et donc ce terme va être utilisé pour les régiments de renom, les régiments de mercenaires spécifiques. Le premier de la liste n'est autre que les Rangers nains de Bugman. Ce furent également les premières figurines de régiments de renommée jamais publiées, comme l'indique le code d'unité de la boîte de figurines, RR1, régiment de renommée 1. Ça montre bien aussi qu'il y a toujours eu, dans les itérations qu'on suit de Bugman, cette idée d'avoir un régiment de rangers spécifiques. Donc ça serait dommage si on devait par exemple faire une nouvelle version de Bugman pour The Old World, et bien qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir le régiment de renom. Voilà, voire de faire apparaître de la même façon que la compagnie Dragon, sous forme de régiment de renom, la même forme. Au total, cette section comprend 8 régiments de renom différents, dont certains sont devenus célèbres dans Warhammer Fantasy, comme Grom, Mangil et Golfag, ainsi. Alors, Grom, pour le coup, c'était pas Grom sur son chariot de guerre, sur son char de guerre, c'était Grom et sa garde du corps, ses gardes du corps. Mengil, les dépeceurs de Mengil, le régiment elfe noir d'ombre, magnifiquement sculpté dans la dernière itération par Chris Fitzpatrick, et Golfag, les ogres de Golfag, qui sont un régiment qui a traversé le temps. Que d'autres malheureusement disparus, comme le Mola Fou d'Ackland. Ouais, le Mola Fou d'Ackland, donc une référence à Tony Ackland. C'est effectivement dommage que les figurines aient disparu. Ceci étant, si on arrivait à les scanner, à les imprimer un peu plus gros, voire à missionner un sculpteur pour faire une version un peu plus moderne de ce régiment, il y aurait quelque chose de très intéressant à faire. Surtout le fluff qu'il y avait dans le Mola Fou d'Ackland, Ackland de Mola Fou, le Mola Fou Ackland, oui. C'était un fluff qui est assez intéressant, qui peut être repris un petit peu dans toutes les itérations modernes de l'Arabie. Je reviendrai certainement sur certains de ces autres régiments de renom, ou peut-être rédigerai-je un aperçu général d'eux, car je pense que ce sont presque tous d'excellentes unités, modèles, histoire et règles.
Je suis ravi du retour de quelques Ça, c'est unités d'accord. mercenaires de ce type avec la sortie sur commande de la compagnie Dragon du Prince Ulter. Voilà. C'était une sortie assez surprenante, car il s'agit de figurines des années 80. Donc, je sais pas, pour ceux qui écouteront la chose un peu tard, etc., effectivement, ils sont sortis en make to order pour Warhammer The Old World à la sortie des nains de l'Arcane Journal Forteresse Naine. Donc c'était assez cool de voir ces figurines des années 80 revenir, quoi, réapparaître. J'espère que nous en verrons davantage, et peut-être même une réédition des Rangers nains de Bugman. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de demandes pour cela, je doute que quiconque de Games Workshop lise ceci, mais au cas où quelqu'un de là-bas finirait par voir cela, vous obtiendrez certainement beaucoup de ventes grâce aux rediffusions de régiments of Renown et des unités ultérieures de Dogs of War. La section Force de la Fantasy, consacrée aux Rangers nains de Bugman, pose les bases de leur histoire, restée globalement inchangée dans toutes les versions ultérieures, à quelques exceptions près qui n'auraient plus de sens dans les éditions ultérieures du jeu. Ça, c'est quelque chose que m'a fait remarquer Eric Serry, et je partage complètement. Les profils de Warhammer, finalement, à travers les éditions, ils n'ont pas tant que ça changé. Alors, c'est sûrement une volonté de pas trop perturber les joueurs des anciennes éditions. En tout cas, ce qui est dommage, c'est pour ça que moi ça me hérisse le poil quand je vois qu'ils changent l'initiative des orques dans Warhammer The Old World, et qui, peu importe la raison, moi j'aurais préféré qu'on garde le profil de 2 et qu'on trouve une règle spéciale qui vient s'ajouter à l'initiative qui peut la faire plus ou moins changer. C'est quelque chose que je regrette, mais voilà, le fait que les profils soient assez identiques, c'est assez cool. Quand il y a des gros changements comme ça, il me vient en tête les elfes à la V6, où leur personnage garde endurance 3. Et ça, je trouvais que c'était bien vu. Mais voilà. Par exemple, dans cette version, Bugman se contente de vendre son amère de Bugman aux nains et aux gobelins, car tout laiton était du laiton. L'histoire mentionne également la mort de Joseph et de tous les rangers nains de sa bande. L'histoire ultérieure est généralement écrite au passé, laissant entendre que Joseph et ses rangers pourraient ne plus être en vie à ce moment précis, mais leur mort n'est pas expliquée. Ouais, je sais pas ce qu'il a traduit, mais vous voyez ce que j'ai mis en gras, Bugman's Bitter, donc c'est le type de bière qu'il vend. Il n'y a pas dans cette première édition, on parle pas de la 6X, on parle pas de la spéciale Bugman, des choses comme ça. Explicitement mentionné. Cependant, la mort reste ambiguë, même dans cette première version de l'histoire de Bugman, laissant aux joueurs la possibilité de vivre leurs propres aventures avec Bugman, même dans la chronologie actuelle du jeu. Et de la même façon, il est très mal... on ne sait pas à quelle période ça se passe. De toute façon, c'est la première édition, donc la chronologie n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment ce genre de choses. Et on peut... comment dire ? On peut se dire qu'il y a quand même un aspect intéressant, dans le sens que voilà, la mort du héros n'est pas forcément bien écrite. Il meurt, oui, soit, certes, mais dès l'itération qui a suivi, il y a une nouvelle qui explique comment ils sont sortis, et c'est plutôt cool, ça donne un peu de substrat au personnage. Joseph était probablement le maître brasseur nain le plus célèbre de tous les temps. Il était propriétaire de la brasserie Bugman, fondée par le grand Samuel Bugman, le grand-père de Joseph, décédé depuis longtemps. La brasserie était en fait une petite ville, une importante communauté de nains travaillant pour Joseph. Lorsque les guerres gobelines ravagèrent les forteresses... Alors les guerres gobelines, effectivement, on peut l'associer aux guerres gobelines dans les montagnes du bord du monde. Je sais plus, j'ai pas la chronologie en tête, mais c'est bien avant l'Empire humain. Ça me semble bizarre. Après, dans la V1, ça n'avait pas la même signification, ces guerres gobelines. À voir. De toute façon, à mon avis, il est moins vieux que ça. Il commerçait déjà avec les humains avant la destruction. Joseph préféra rester à l'écart, car il était un marchand de guerre prospère et sa communauté de brasseurs était située loin des sentiers battus, loin de la plupart des combats. Comme mentionné précédemment, Joseph était heureux de rester passif et de vendre sa bière à tous ceux qui en voulaient, y compris les gobelins. Lui et sa communauté seraient restés à l'écart des événements si leur convoi transportant la meilleure bière de Bugman au pays des trolls n'avait pas été attaqué de manière inattendue. La Bugman Best Bitter. Une bande de gobelins déchaînés. Tous les nains du convoi furent massacrés par les gobelins, y compris Bono, le fils unique de Samuel et père de Joseph. La nouvelle fut un coup terrible pour Joseph, déjà un vieux nain, qui jura de se venger des gobelins pour ce vol et ce meurtre odieux. Sans hésiter, Joseph prit son épée et son armure et rassembla un petit groupe de ses ouvriers,
Ah tous ouais, ayant perdu Sword. des proches ou des amis dans le Vache. massacre. La bande disparut dans les terres mauvaises et on n'entendit plus parler d'elle pendant Alors, les années qui... les Badlands. Alors, pour le coup, si c'est les Badlands, c'est les terres arides. Les terres. Ah, bah alors, en dessous des principautés frontalières, les terres arides. Il me faudrait une remarque si je dis des bêtises. Je me souviens plus de la traduction. Dire. Des rumeurs venues du sud faisaient état des ravages des rangers de Bugman, d'embuscades rusées, de raids nocturnes meurtriers et de la consternation des gobelins. Finalement, Et pour la petite histoire, les Badlands, ça a toujours été le no man's land de Warhammer, l'endroit, le western, l'endroit où tu peux tout te permettre, avec des princes frontaliers de tout type, avec des délires de tout type. C'est là où tu peux introduire pas mal de, comment dire, apporter pas mal de settings autres. Moi, j'avais eu l'idée de porter l'univers de Berserk dans Warhammer et de le baser dans ces Badlands, dans ces principautés frontalières. Pour ceux qui connaissent Berserk, voilà, vous voyez un peu les ponts qu'il peut y avoir, parce que beaucoup de cultures se mélangent. blessés et épuisés, Bugman et sa bande, désormais réduite à l'état de misérables, retournèrent chez eux pour livrer leur dernière bataille, défendre la brasserie de Bugman contre l'avancée des armées des gobelins. Le corps de Joseph Bugman n'a jamais été retrouvé. On suppose généralement qu'il est mort avec tous les autres membres de son régiment et leur famille. Comme mentionné précédemment, le scénario reste le même dans les éditions ultérieures du jeu. Joseph et sa bande ont juré de se venger des gobelins suite à une attaque visant sa communauté, puis ont tendu des embuscades et attaqué les gobelins en utilisant des tactiques inhabituelles pour les nains. Les détails concernant l'objet de l'attaque des gobelins, les autres personnages mentionnés, les lieux et le contexte général des événements changent cependant pour correspondre au contexte général ultérieur. C'est une belle histoire qui donne à Joseph et à ses compagnons une raison d'errer et d'attaquer les gobelins en particulier, mais étrangement, cette version, ou plutôt les versions ultérieures, n'explique pas vraiment pourquoi. Et du coup, ça donne un peu aussi le concept de Ranger, c'est-à-dire des nains qui sont prêts à tendre des embuscades, alors je trouve plus le terme, à faire une guerre... ah ouais, à faire des embuscades, des petits assauts, bravo. Pourquoi je retrouve pas? Bon, enfin voilà, ça donne un peu le concept un peu de ces guerres éclairs, de ces petites escarmouches. Pourquoi ils sont devenus des rôdeurs en particulier, ni pourquoi ils utilisent de telles tactiques. On peut en déduire que le fait qu'il ne s'agisse que d'un petit S'ils groupe sont de pas nains nombreux. nécessite des tactiques Ouais, c'est d'embuscade ça. et de raid pour pouvoir combattre des groupes de gobelins bien plus nombreux. C'est ça. Les premières éditions ne contiennent pas d'unité générique de ranger nain. Il n'existe donc aucun autre exemple de nain utilisant ce type de tactique et errant en nature. Tout à fait. Est-ce que je peux mettre une pause? Non. Fais voir. J'essaie quand même. Guerre. Escarmouche. Eh oui, mais non, ça va pas. Guerre. Attaque, escarmouche. Ah, vous voyez, vous, ce terme, comment ça s'appelle? Allez, tant pis. Les nains se contentent généralement de rester dans leur forteresse de montagne ou autre village et de combattre de manière très organisée, en bloc d'infanterie. Les rangers de Bugman constituent une exception intéressante. Même s'il n'y a aucune explication explicite sur la raison pour laquelle ils sont devenus gardes forestiers, l'histoire inclut des explications implicites sur le fait qu'ils vivent dans une communauté isolée loin des autres colonies, ce qui signifie qu'ils seraient en contact avec la nature sauvage et auraient probablement acquis des compétences qu'ils pourraient ensuite utiliser dans leurs jours de combat. Cela, ajouté au fait qu'ils sont une petite bande itinérante vengeant leur famille, fournit un contexte suffisamment bon sur la façon dont ils sont devenus les rangers nains de Bugman. Les règles des régiments de renommée sont très basiques comme d'habitude pour la première édition. Hop, on a un petit profil pour la petite histoire. Donc 3,5, ça vient de l'armure en fait, qui faisait perdre un demi-pouce. L'armure lourde, je pense. La CC, la CT. Alors, la force et l'endurance, en fait, dès le supplément Ravening Zord, c'est dans Ravening Zord de la V2, on nous explique qu'il faut rajouter 1 en force et C le convertir, donc troisième lettre de l'alphabet, et rajouter 1. Donc, ça fait 4. Donc, on est sur des profils de nains, c'est ce que je vous disais, limite de 2, les attaques une seule, bon, un
peu élevé. Ça, c'était des petits champions, enfin pas des petits champions avec CC5. Ça a un peu changé et évolué avec le temps. Avec quelques exceptions notables comme les fanatiques, vous obtenez une ligne de statistiques pour les troupes qui est identique à la liste de base de l'armée des Terres, une liste d'équipements qui est incluse dans le prix d'un modèle. Pour les rangers, il s'agit d'une hache à deux mains, d'une hachette, d'une épée courte, d'une arbalète, d'une cotte de maille et de bouclier. Les rangers coûtent 13 points contre 9 pour les gardes nains, mais ils bénéficient en plus d'arbalètes et de haches à deux mains, ce qui semble être un bon rapport qualité-prix. Cependant, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le total des points de la première édition, n'ayant aucune expérience avec ce type d'équipement. La liste inclut également les règles du chef, qui sont simplement les statistiques d'un héros nain générique d'un certain niveau, dans ce cas un héros nain majeur et il a un facteur de leadership de 5. La liste de l'armée naine elle-même comporte... Voilà, encore une fois, le facteur de leadership, il n'était pas dans le profil. De 3 niveaux de héros, un héros mineur, un héros et un héros puissant, donc je suppose que dans ce cas, un héros nain majeur est le même qu'un héros puissant. Un héros puissant coûte 65 points et possède de très bonnes statistiques. Mighty Heroes, ça a été traduit dans les autres éditions héros majeur, plutôt que héros puissant. Par exemple, sa compétence d'arme est de 9 et ça représente le seigneur. En fait. Une unité peut également avoir un champion régimentaire, qui peut s'ajouter au chef régimentaire, ou le chef régimentaire peut également être le champion. Ils utilisent les mêmes statistiques de héros que les chefs. La seule différence est que si une unité possède un champion distinct et combat contre une autre unité qui possède un champion, ces champions combattent toujours séparément. Si le chef est également le champion, il combat alors normalement aux côtés du reste de l'unité. Le facteur de leadership a été introduit dans Force of Fantasy lui-même. La première section du livre inclut ces règles supplémentaires pour les régiments et il est indiqué que chaque régiment, n'importe quelle unité, doit avoir un chef de régiment et que chacun d'eux a une statistique de facteur de leadership qui donne à l'unité un bonus lors de la sauvegarde contre la peur et la terreur. Pour un facteur de leadership de 5, vous obtenez un bonus de plus 3 à ses lancers. La même liste, qui inclut les informations ci-dessus, contient également des informations sur la tenue vestimentaire du régiment, y compris les couleurs, le design de son bouclier et son cri de guerre, pour donner du peps à l'unité. Dans ce cas précis, l'unité porte des manteaux de brasseurs d'études en chamois, des capes de gros temps couleur terre, des culottes en peau de daim, des bottes lourdes et porte une cotte de maille sous les manteaux de chamois. Le design de son bouclier est celui de la famille Bugman, celui représenté sur le dessin Bugman ci-dessus. Son cri de guerre est Minzaber, crié par la moitié de l'unité, auquel... Et puis donc le fameux P, et donc Minzaber, je sais Reste répond Zioron. C'est du nain et sa traduction serait inconnue. Si vous voulez imaginer ce que cela pourrait signifier, laissez un commentaire. Un lecteur bienveillant m'a fait remarquer que, prononcé à voix haute, cela ressemble à Minzabir et Itsurun, ce qui est probablement ce que l'auteur voulait dire par là, car cela correspond parfaitement au style des... Mine de bière, ça veut dire paye ta bière. Mine a beer. Et le truc, it's your own, c'est ton tour, c'est à toi. La souris ne fonctionne plus. Des débuts, qui comportaient de nombreux jeux de mots absurdes comme celui-ci. Cela laisse encore la possibilité d'imaginer d'autres significations, alors si vous avez envie d'en proposer une autre, je serais ravi de l'écouter. Voilà pour l'histoire et les règles, passons à l'admiration des tout premiers modèles Bugman's Dwarf Ranger. Un mois seulement après la sortie de Force of Fantasy en avril 1984, Citadel a sorti des figurines pour les deux premiers régiments de renom répertoriés dans le supplément. La première était celle des Rangers nains de Bugman, RR1, la seconde était celle des Chevaliers d'Origo. Ils sont beaux, ils sont très bien peints. Le slogan Minzaber, paye ta bière. Et puis Bugman, un peu grisonnant, c'est peut-être... Allez, ne pas déranger pour la prochaine fois. Voilà, donc il a essayé de suivre les couleurs. C'est un peu terne, mais c'est cool, ce bleu royal là. Ce régiment a été sculpté par les frères Perry, comme presque toutes les figurines nains produites par Citadel dans les années 80. Dans les années 80, chez Citadel, la coutume était de ne pas distinguer les jumeaux pour les crédits de sculpture. Malheureusement, je ne sais donc pas s'ils ont tous deux travaillé sur le régiment ou si un seul d'entre eux les a sculptés. La version originale d'avril 1984 ne comprenait pas le champion de l'unité et toutes les figurines étaient de type Preslota. Le champion n'est sorti qu'en avril
Je comprends 1987 pas sous pourquoi elle me forme de rappelle. modèle Non, Slota, je suis désolé. accompagné d'une seconde version On du va couper porte-étendard, là. ce qui est un peu étrange, car à cette époque, Citadel avait déjà sorti une seconde version différente de l'unité complète des Rangers nains de Bugman, comme nous le verrons dans la section deuxième édition. Le champion et le nouveau porte-étendard étaient présentés dans le dépliant d'avril 1987, aux côtés des modèles originaux de Bugman's Dwarf Ranger de 1984, sans le porte-étendard d'origine, bien sûr. Ils étaient donc évidemment destinés à être utilisés avec l'unité d'origine. C'était 5 mois après la sortie du nouveau Bugman's Dwarf Ranger RRD1. Pendant un certain temps, Citadel vendait donc deux versions totalement différentes de Bugman's Dwarf Ranger. Je n'ai pas réussi à savoir quand ils ont arrêté de vendre le modèle RR1, mais j'imagine qu'ils ont été vendus au moins un temps, le temps qu'ils se donnent la peine de sculpter et de sortir un nouveau champion et un nouveau porte-étendard pour l'unité. Apparemment, la raison de ce nouveau porte-étendard était que le drapeau original était trop facile à casser. La deuxième version est très similaire. Le manche est légèrement plus court pour que la tête du nain soutienne mieux le drapeau, et le haut du drapeau est légèrement différent. Juste pour plus de commodité, j'inclurai le champion d'avril 1987 et le nouveau porte-étendard dans mes commentaires ci-dessous pour l'ensemble du régiment RR1. Le RR1 était initialement vendu dans un coffret comprenant 10 figurines, 9 soldats et un modèle de commandement. Alors, ce qu'il est en train d'expliquer se voit bien sur la photo. Hein, ils ont raccourci l'étendard pour éviter qu'il se casse. Bon, très bien. Pour obtenir le commandement complet, il fallait donc acheter au moins 2 boîtes pour obtenir le musicien et le porte-étendard. Il semble que le modèle de Joseph Bugman faisait peut-être aussi partie des variantes de modèles de commandement, ce qui nécessitait l'achat de 3 boîtes, mais son modèle était peut-être également vendu séparément, 2 boîtes étant donc suffisantes. Comme il s'agit de coffrets en carton, je ne comprends pas très bien comment cela fonctionnait en pratique, mais j'imagine que la boîte comportait une indication sur le modèle de commandement qu'elle contenait, afin que les amateurs n'aient pas à chercher les bons au hasard. Il est possible que cela ait été modifié ultérieurement, peut-être lors de l'introduction du champion, qui était au moins présent dans toutes les... Avec un styroforme, là, ou je sais pas comment on appelle ça, pour pouvoir mettre les figurines, déjà à l'époque. Boîte, mais je n'ai pas trouvé d'informations précises à ce sujet. Si vous connaissez une source, n'hésitez pas à me la communiquer. Globalement, je suis assez impressionné par l'unité, notamment Bugman lui-même, une superbe figurine aux détails et proportions très raffinées, surtout pour des figurines Warhammer très anciennes. L'ensemble du commandement, y compris le champion plus récent, paraît étonnamment moderne et, à mon avis, tient très bien la route. Personnellement, j'apprécie la plupart des figurines qui ont un look clairement daté des années 80, mais ce n'est pas le cas des figurines de commandement RR1. Certes, on peut visuellement les dater des années 80 si l'on connaît l'évolution du style des figurines Citadel, mais d'un point de vue plus technique, elles me semblent intemporelles. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas de la figurine de soldat. Elle paraît très rigide et statique, et le fait qu'il n'existe qu'une seule variante de la sculpture de soldat pour cette unité n'arrange rien. Le modèle du soldat est pas mal et j'apprécie le fait qu'il porte leur hache à 2 mains dans le dos, leurs arbalètes sur le côté et leurs épées au fourreau, ainsi que leur hache et leur bouclier, ce qui correspond parfaitement à leur description dans Force of Fantasy. Je pense que c'est la pose qui donne au soldat ce côté désuet que je ne trouve pas au modèle de commandement. Pour moi, il y a quelque chose qui les rend clairement moins bons que ces derniers, mais à part la pose, je ne peux pas vraiment le décrire. Dans l'ensemble, je trouve les figurines de l'unité superbes et correspondent parfaitement à l'histoire et à la description du régiment. Elles ne ressemblent peut-être pas tout à fait à ce qu'on attendrait des rangers, d'après le stéréotype général des rangers de fantasy, mais ce ne sont pas de délicats rangers elfiques et elles ont suffisamment d'indices visuels clairs pour les associer au type de rangée. Si vous avez apprécié cet article, ou surtout si vous avez apprécié mes précédents articles, n'hésitez pas à soutenir mon travail en faisant un don, quel qu'en soit le montant, ici. Un grand merci du fond du cœur à tous les lecteurs qui ont généreusement contribué par le passé. J'apprécie beaucoup et cela me permet de consacrer un peu plus de temps à l'écriture que je ne pourrais le justifier autrement. Merci. Voilà pour la première section, donc la première itération de Joseph Bugman et ses Rangers. Donc je vous laisse avec cette belle photo d'un peintre espagnol qui a gagné des Golden Demons. Gunamar Ironwheel, Angelo Di Cielo, je ne sais pas si c'est un italien ou un espagnol, je dirais italien. Et donc là, il a fait une petite peinture qui va bien. C'est dommage, la photo n'est pas d'une extrême qualité, mais en tout cas, il a mis en valeur la figurine. Il a déjà mis des cheveux blancs, pourquoi pas. On ne sait pas trop, ce qui lui est arrivé à ce Bugman. Si ça, de toute façon, le traumatisme qu'il a eu avec la destruction, la mort de son père, puis la destruction de la brasserie, c'est sûr que ça a dû lui donner des cheveux blancs. Voilà, bon bah c'était un petit test, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.